parce que je pense qu'on a toujours un peu de mal à définir qui drive la croissance dans la boîte. Est-ce que c'est côté sales? Est-ce que c'est côté market? Est-ce que c'est côté produit? On a des profils marketing, mais qui sont jamais assez tech. On a des profils de commerciaux, mais qui sont jamais assez produits non plus. Et je trouve que justement, le product marketing, c'est un bon entre-deux. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 4e édition du Dwitch Produit. Alors, je m'appelle Benoît Rosier, je suis cofondateur et CPO d'Advisory, qui est une agence dédiée au métier du product. Ça fait plus de 10 ans que je fais du product management maintenant et j'ai également la chance d'être l'animateur de ce fantastique événement qui est le Dwitch Produit. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dwitch Produit? C'est un concept assez simple. Il est 12h30, c'est l'heure de ta pause déj. Tu as envie d'un sandwich parce que tu as faim, mais tu as aussi envie d'entendre parler de product management parce que tu es un passionné. Voilà, tu as compris le truc. Le Dwitch produit, on mélange le sandwich et le produit pour faire un événement de qualité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Cassie. Alors exceptionnellement, on est à distance parce que Cassie profite du soleil du sud à Marseille. Donc on n'a pas pu faire l'événement en physique, mais voilà, je suis très content qu'on puisse quand même faire l'événement. Donc Cassie, je vais te laisser te présenter, mais tu es CPO chez Mail in Black. Donc Mail in Black, une plateforme dédiée à la cybersécurité. Donc peut-être Cassie, avant de nous expliquer le choix de ton sandwich produit, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et merci de me recevoir sur ton podcast, Benoît. Je suis Cassie Leroux, CPO de Mailing Black. Je suis chez Mailing Black maintenant depuis plus de 3 ans. Je manage du coup une équipe de 12 personnes au produit, réparties entre UX, PM et PMM. Donc voilà, j'ai la chance de contribuer au développement de cette boîte depuis quelques années. Ravi de t'accueillir, Cassie. Alors, peut-être par rapport à Mail in Black, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Mail in Black il y a quelques années? Alors, il y a quelques années, je travaillais en tant que consultante en stratégie digitale chez Wavestone. Pendant plus de 4 ans, j'ai accompagné des entreprises dans leur transformation digitale. Et j'ai toujours été un peu frustrée de faire des audits, de donner des conseils, mais sans pouvoir remédier ou offrir des solutions sur le long terme. Et donc, j'ai voulu passer côté éditeur, d'où le move conseil éditeur. Et j'ai rejoint du coup Mailing Black avec l'envie en fait d'apporter une réponse innovante aux défis de la cybersécurité en entreprise. Ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que avant de devenir CPO, tu es passé par la case PMM, donc Product Marketing Manager. On va bien évidemment détailler ce que c'est que le Product Marketing un peu plus tard dans Switch Produit, mais peut-être pour juste discuter un petit peu rapidement de ça, parce que c'est, je pense, un move qui n'est pas classique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être d'être passé par la case PMM aujourd'hui dans ton métier de CPO? Ouais, c'est vrai que c'est pas classique. On me demande souvent pourquoi et comment. Quand je suis arrivée en fait chez Mailing Black, on était en pleine refonte un peu de la stratégie de l'entreprise. C'était une entreprise qui avait déjà une quinzaine d'années, qui avait déjà une grosse base installée de clients. Donc, je crois qu'à l'époque, on avait un peu plus de 15 000 ou 18 000 clients. Au moment où je suis arrivée, du coup, on s'est beaucoup appuyé sur le rôle de PMM pour pouvoir définir le positionnement de l'entreprise, donc le SWOT de l'entreprise, l'analyse concurrentielle, le positionnement des prix. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 6 mois pour aider justement à poser la vision de demain de l'entreprise. Donc voilà, donner une claire vue de l'écosystème, de notre positionnement et surtout des positionnements tactiques qu'on pourrait aborder dans le futur. Et je pense que finalement, moi, ça m'a vraiment aidée, puisque quand j'ai pris le rôle de CPO, j'avais peut-être pas passé beaucoup de temps, on va dire, dans la conception des roadmaps, mais j'avais passé beaucoup de temps à comprendre l'environnement dans lequel on jouait à l'époque, notre terrain de jeu, pour pouvoir justement guider les roadmaps et la stratégie de Mailing Black là où tactiquement on pouvait se positionner. Donc je pense vraiment que dans ce sens-là, ça m'a aidé à prendre les rênes avec toute une analyse un peu stratégique du terrain de jeu et de l'entreprise, connaître bien nos forces et nos faiblesses
pour ensuite aligner les roadmaps vers là où on avait intérêt à aller jouer. Canon. Et peut-être avant d'échanger sur ton Twitch, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le concept de product marketing, est-ce que tu pourrais, alors c'est pas évident, mais essayer de résumer cette discipline un petit peu en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, le product marketing, on va dire, c'est le porte-parole des équipes produits auprès des équipes sales et success. Donc, il y a toute une partie, on va dire, un peu de discovery, comme les PM, où le PMM va faire de l'analytique et donc comprendre en fait le positionnement des produits. Il va s'intéresser justement à notre veille concurrentielle, à nos forces et nos faiblesses par rapport à nos concurrents. Et en fait, il va pouvoir ensuite discuter avec des PM pour pouvoir orienter les roadmaps en fonction de fonctionnalités qu'auraient nos concurrents, qui seraient très demandées par nos commerciaux, etc. Il fait un peu le lien. Et ensuite, toute une partie un peu plus en aval où le PMM, c'est celui qui va s'occuper du pricing des produits, de l'offre des produits, de la readiness. Donc la readiness, c'est comment tu fais en sorte que dans ta boîte, tout le monde parle de la même façon de tes produits. Et du go-to-market des produits. Donc, quand on a une nouvelle fonctionnalité, à qui on la communique, comment, sous quel format, quels outils d'aide à la vente on va venir modifier, quel pitch on va donner au produit. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur toute la chaîne de valeur du produit, en amont tout comme en aval, qui est très business, mais très market également, mais qui a une passion pour la tech pour pouvoir démocratiser en fait la compréhension du produit. Super clair. Merci beaucoup, Cassie. On va parler un petit peu du choix de ton sandwich. Alors, pour ceux qui découvrent un petit peu le Twitch produit, on propose à nos invités de choisir parmi 3 sandwichs. Donc, il y a le premier sandwich qui est le jambon beurre. Le jambon beurre, c'est quoi? C'est 150 ans d'expertise, c'est la puissance d'une recette simple et efficace. Donc là, globalement, quand l'invité choisit le jambon beurre, c'est qu'il nous parle méthodologie. Il y a une possibilité de choix de sandwich qui est le pain bagna. Donc, le pain bagna, c'est le sandwich qui sent bon le soleil et les cigales. Donc là, on nous parle d'une belle réussite qu'on a pu mettre en place au sein de son entreprise. Et il y a le dernier sandwich qui est le sandwich triangle. Hein. Donc ça, c'est le sandwich qui sent les bouchons et les pots d'échappement, un peu moins sympa à déguster. Et donc là, effectivement, notre invité vient nous parler d'un échec et d'un apprentissage. Alors, Cassie, t'as pas choisi étrangement le soleil qui sent bon, le sandwich pardon qui sent bon le soleil et les cigales. Même si tu habites à Marseille, tu as choisi le sandwich qui sent bon le pot d'échappement. Alors, on sait qu'il y a aussi des bouchons à Marseille, mais est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ce que c'est que ton sandwich? Ouais. Donc j'ai choisi un sujet avec du coup maintenant un peu plus de 3 ans et demi de recul sur ce sujet-là, donc pour vous en parler, qui était le lancement d'un produit qui s'appelait à l'époque Fishing Coach en 2020, qui sur le papier promettait une vraie réussite et qu'on a construit en fait à l'époque un peu sans PMM et du coup qui a été compliqué, même si aujourd'hui c'est une vraie réussite comme produit, il y a eu, on va dire, quelques années compliquées. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, chez Mailing Black, on en est à notre 5e lancement produit. Fishing Coach, c'était notre 2e lancement produit. Et depuis, on en a fait 2 autres. Donc, on a un vrai retour d'expérience sur pourquoi, en fait, est-ce qu'il faut un PMM dans un lancement produit. Et du coup, ça m'a donné envie de partager. Je vois beaucoup d'entreprises qui se lancent un peu sur la diversification produit, à lancer d'autres produits en parallèle. Et j'aurais rêvé qu'on me dise ça quand je suis arrivée et que j'ai lancé ce produit-là pour pas faire ces erreurs-là. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Canon. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous expliques un petit peu justement le lancement produit de Fishing Coach. Ok, ça marche. Donc en 2019, il y a eu un changement de direction dans l'entreprise et comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on s'est dit, ok, il faudrait qu'on revoie un peu notre stratégie parce qu'on a une grosse base de clients sur laquelle on apporte peu de valeur et pourtant on est bien placé, nos clients nous écoutent, on a plus de 96% de renouvellement, donc notre stratégie, ça ne va pas être d'aller améliorer ce churn restant, mais plutôt à réfléchir à comment est-ce qu'on peut offrir plus de valeur à nos clients. Et à cette période-là, on rentre dans le Covid.
Et donc, même constat que pour toutes les entreprises, recours au télétravail en masse, cyberattaques qui s'amplifient puisque tout le monde est à la maison sur son PC. Et en plus de ça, des collaborateurs en entreprise qui utilisent leur PC pro pour faire du perso. Donc, une explosion de ces tendances-là. Et donc, nous, on se dit, historiquement, on était sur la sécurisation des emails. On se dit, en fait, il faudrait qu'on aide nos clients à simuler des attaques de phishing et de ransomware, donc ces fameux faux mails que vous voyez passer vous promettant de gagner une trottinette électrique à la FNAC ou des capsules Nespresso. Eh bien, on se dit, OK, de toute façon, les hackers, ils vont continuer de redoubler d'efforts. Les mails, peu importe la protection qu'on peut offrir, leur jeu, c'est d'être plus fort que nous. Donc, on ne peut pas promettre à nos clients 100% de protection si on ne leur fournit pas un simulateur de phishing dans les mains. Donc, c'était le constat de base. On se dit, OK, on va aller faire des tests de traction et des préventes sur notre marché. Et puis, si ça signe, ça veut dire qu'on a un vrai concept. C'est un peu comme ça que se font tous les débuts d'histoire de start-up. Et donc, on avait cadencé toute une roadmap de la sorte. On avait à l'époque développé un mini moteur pour pouvoir faire ça. Et donc, on appelait nos clients avec un deck pitch sous la main en leur disant voilà le produit qu'on compte vous offrir demain. Est-ce que vous signez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, très vite, on voit un emballement pour le sujet. On signe sans avoir de produit. On se retrouve du coup à faire tout le produit à la main pour nos premiers clients. Et donc, c'était une sacrée période. Et on se dit, OK, la discovery semble être faite. Le périmètre semble être le bon. Il faut qu'on sache envoyer des mails de phishing chez nos clients. Et donc, du coup, le concept naît comme ça. Et 2 mois plus tard, même pas, on lance la commercialisation sans aucune ligne de code, tout à la main, avec des outils maison. Et donc, le concept prend bien entre janvier et mars 2021. Et en mars, on livre la première version aux clients, donc qui est dans leurs mains, à eux de concevoir les faux phishing. Et donc, à cette époque-là, on était hyper heureux de ce qu'on avait commencé à réaliser. Et écoute, peut-être effectivement, on peut revenir un petit peu sur cette phase de discovery. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus? Voilà, combien de temps ça a duré? Qui a travaillé dessus? Je sais pas, est-ce que vous avez, par exemple, formalisé des hypothèses spécifiques que vous avez essayé de valider? Vous avez fait du quali, du quanti? Voilà, si tu as quelques éléments complémentaires par rapport à la disco que vous avez pu mener. Ouais. Alors, à l'époque, on a monté une squad innovation. Donc, dans cette squad, il y avait pas mal de tech, principalement, où on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut craquer le truc avec un premier concept qu'on irait pitcher. Et du coup, très vite, il est sorti ce simulateur. Nous, on savait envoyer des mails, protéger les clients sur le mail. Donc, c'est allé en fait assez vite. Et donc, très vite, on a intégré des sales avec nous. On a un peu segmenté notre base installée pour voir en fait quelle base de clients chez nos clients allait aller signer. À qui le concept allait plaire. Donc on avait un peu segmenté du coup notre base et on s'était dit voilà on va appeler une dizaine de clients par segment. Donc des entreprises 0,50, 50, 100, 100, 250, 250 000. On avait un peu segmenté de la sorte, qui était une représentation en fait de la segmentation de notre base installée. Puisqu'historiquement, on était plutôt bas de marché, donc on allait voir plutôt des petites entreprises, mine de rien. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que ça signait beaucoup sur le segment 100 à 250, 100 à 500 licences. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est un peu là notre terrain de jeu. Donc, on va axer tout notre lancement sur ce segment-là. Et on va appeler par la suite tous nos clients sur ce segment-là pour leur proposer justement de diversifier leurs produits et d'essayer notre simulateur de cyberattaque. Et donc effectivement, là, côté client, tu as quand même un willing to pay qui est existant. Et donc c'est vrai que quand on fait de la discovery et qu'on arrive à ce willing to pay, un client qui est prêt justement à payer pour la solution qu'on envisage de créer, on se dit souvent, banco, quoi, je suis arrivé au bout de ma discovery. Mais finalement, tout se passe pas forcément comme prévu, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. En fait, le jour du lancement, on est hyper content. On commence un peu à épuiser notre base installée rapidement dans les premiers mois. Et très vite, on signe pas mal de clients, puisque en première année, on fait à peu près 600 000 € sur ce produit, donc qui n'est pas rien du tout.
Et en fait, on commence du coup une année de roadmap un peu classique. À l'époque, on était très, très focus sur le retour client et l'amélioration. Ça faisait 15 ans qu'on faisait ça sur le mail. Donc, on avait un produit qui était hyper robuste et nous, on le faisait évoluer sur les feedbacks de nos clients. Et donc, on s'était dit, parfait, on sort un tout petit périmètre et on va grossir avec les retours clients, ce qui est quand même un peu le concept de l'agilité dans le produit, quoi. Et donc là, très vite, on signe des clients. On signe toute une partie de clients aussi en bêta-test qui avaient bénéficié de remises exceptionnelles et qui nous ont aidés à beaucoup co-construire le produit. Et donc très vite s'organise cette petite communauté de clients, donc les early adopters et les premiers vrais clients, avec qui, main dans la main, en fait, on construit le produit. Ils sont conscients qu'on a sorti un produit avec 3 pieds sous la chaise et qu'il va falloir qu'ils nous aident pour la suite. Parce qu'en plus, à l'époque, il n'y a pas franchement de concurrents au moment où on se lance. Il y en a quelques-uns qui font ça aux États-Unis et une petite brique en open source qui le fait aussi, mais il n'y a pas vraiment de concurrents vraiment installés sur ce truc-là, donc on ne peut pas franchement s'inspirer. Et du coup, on écoute nos clients. Et ça pendant 1 an, où on fait vraiment une roadmap qui est uniquement centrée sur ce que nous demandent nos clients. Donc en fait, à l'époque, c'était un simulateur de phishing. Et donc nos clients nous disaient, je veux pouvoir changer la couleur du bouton, je veux pouvoir personnaliser l'email, je veux prévisualiser mon email avant de l'envoyer, je veux importer mes propres logos, je veux créer mes propres marques. Donc on a en fait étoffé tout le périmètre phishing pendant 1 an. Et en fait, le constat, c'est qu'au bout d'1 an, ouais, on a fait une très belle clôture, mais en fait, on n'arrive pas vraiment à conquérir le marché. Le produit, il fait l'effet waouh, mais en fait, au bout d'1 an d'utilisation, ça ne renew pas, parce que le client, il a terminé de faire mumuse avec le produit et on n'a pas d'autres propositions de valeur à lui offrir. Et en fait, ça fait 1 an qu'on fait ça, qu'on appelle nos clients, qu'on leur demande ce qu'ils veulent, qu'on score les fonctionnalités demandées et ensuite qu'on les intègre sans s'intéresser à nos prospects, sans regarder nos concurrents, sans faire évoluer notre prix de vente. Et donc, en fait, on se fait complètement griller l'avance qu'on avait pris pendant 1 an par rapport au marché. Et donc c'est intéressant parce que vous clôturez l'année, vous faites quand même 600 000 € de signature, ce qui est pas rien, hein, et je pense que à ta place, il y a beaucoup de product managers qui se diraient, bon, en fait, le product market fit, je l'ai atteint parce qu'effectivement, j'ai une première base client qui sont prêts quand même à acheter ma solution, qui nous font confiance. Qu'est-ce qui te fait dire justement que voilà, finalement, le product market fit, on l'a peut-être pas complètement atteint. Tu commences à dire effectivement, il y a des concurrents qui arrivent, il y a des clients qui re-signent pas. Enfin voilà, est-ce que tu as des éléments qui t'ont mis justement un peu la puce à l'oreille autour de cette non-atteinte du product market fit? Ouais, moi, c'est à ce moment-là où en fait j'arrive chez Mailing Black et que je reprends l'équipe. Et en fait, c'est à ce moment-là, on fait le constat de déjà, on ne va pas renouveler nos clients. Peu importe, on a beau faire tout ce qu'ils nous demandent, on ne va pas les renouveler parce que le produit, il n'est pas sticky dans la durée. Donc ça, c'était un peu le premier warning. Le deuxième warning, c'est nos nouveaux clients en newbies, ils me comparent à des concurrents qui ont le double de mon périmètre. Donc, on commence à être comparé à des concurrents qui offrent la possibilité de faire des ransomware, la possibilité de faire des fausses attaques par clé USB. Toutes ces fonctionnalités-là, où en fait, je me dis, mais bon, déjà, ils sont sortis de nulle part en 1 an, et ils arrivent par dizaines. Et là, je commence à m'intéresser au marché. Je vois une dizaine de startups françaises et européennes qui ont été créées sur le même positionnement que nous, mais qui ont un périmètre fonctionnel beaucoup plus large. Là où moi, je suis allée très loin sur un périmètre fonctionnel, en fait, super, ils peuvent changer la couleur du bouton. Et en fait, avec mes concurrents, ils peuvent envoyer 4 types de cyberattaques, quoi. Donc, est-ce que j'ai pas eu tort d'aller dans la profondeur sur une fonctionnalité? Est-ce que j'aurais pas dû étoffer mon périmètre plutôt que d'écouter mes clients qui m'ont fait aller totalement dans la mauvaise direction? Et ça, c'était le deuxième red flag. Et le troisième red flag, c'était en plus de me dire que mes concurrents, ils étaient positionnés 2 fois plus cher que moi et que mes clients partaient pour aller signer chez eux. Donc, c'était même pas un problème de prix, c'était vraiment un problème de l'attente envers ce besoin-là d'entraîner les collaborateurs à la cybersécurité. Il a maturé super vite en 1 année. Moi, je ne l'ai pas vu. Je me suis concentrée sur écouter mon retour client. Je n'ai pas analysé mon marché. Je n'ai pas repositionné mon prix. Je n'ai pas étoffé tactiquement ma roadmap.
Et donc, en fait, je vais me faire manger. Enfin, tout ce que j'ai fait pendant un an, qui est de développer un produit et de le vendre, de un, mes clients, ils vont pas renew, ils vont partir pour des concurrents qui sont allés plus vite que moi. Hmm. Donc, tu n'as pas fait de product marketing. Non, j'ai pas du tout fait de marketing. Non, vraiment. Et ça nous a vraiment manqué parce qu'on n'aurait pas fait des choses comme ça. Et donc, tu dis effectivement dans les problématiques que tu observes, donc il y a une problématique côté concurrence où justement vous n'êtes pas suffisamment intéressé aux concurrents et vous avez peut-être trop regardé finalement vos utilisateurs. Tu disais il y a aussi une problématique de pricing, il y a une problématique de positionnement en marché. Est-ce il y a d'autres problématiques que tu vois? Ouais, il y a une autre problématique qui fait aussi que écouter nos clients, on leur livre ce qu'ils attendent. Et en fait, on a arrêté de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir qu'ils n'attendent pas, mais qui ferait l'effet waouh. J'en parlais avec une PM de Google aussi qui me disait, mais la semaine dernière, j'ai pris l'avion avec mes enfants et ils m'ont offert la box avec des jeux pour mes enfants. Bah, ça, tu vois, c'est une fonctionnalité que j'attendais pas du tout de la part d'Air France et qui m'a en fait donné la tranquillité pendant tout le vol. En fait, c'est Hmm. exactement ce qu'on a aussi arrêté de faire, c'est écouter tes clients d'un point de vue PM, c'est bien, mais en fait, c'est à toi de réfléchir à qu'est-ce que tu peux leur apporter. Et typiquement, nos clients, ils nous demandaient toujours plus de personnalisation, alors qu'en fait, 2 ans après, ce qu'on livre, c'est l'automatisation de la création de ces cyberattaques. Et là, qui fait un carton, parce qu'on a plus de la moitié de notre parc aujourd'hui qui est enrôlé sur cette fonctionnalité. Et ils adorent ça parce qu'ils n'ont plus besoin de créer des cyberattaques. Et ça, jamais ils Hmm. nous l'auraient demandé. Hmm. Donc, il y a eu ça aussi, ce côté-là, où ce biais d'analyse de j'écoute mes early adopters et mes clients pour avancer, alors que tu pourrais dézoomer et te poser la question de qu'est-ce que je pourrais créer qu'ils n'attendent pas et qui ferait l'effet waouh, quoi. Hmm. Ça, je pense que c'est un sujet extrêmement important parce que c'est vrai que dans notre quotidien produit, on a toujours tendance à se dire le plus important, c'est l'utilisateur, le plus important, c'est la problématique utilisateur. Et là, effectivement, tu es dans un cas de figure où tu t'es dit ça. Le plus important, c'est mon utilisateur et sa problématique. Je vais lui apporter une réponse. Donc, voilà, un produit qui répond à sa problématique. Mais finalement, ça fonctionne pas parce que tu aurais dû écouter également le marché à côté de l'utilisateur. Ouais, et je pense que le product marketer, à ce moment-là, il joue un rôle clé, puisque si tu mets un marketeur autour de la table de ton produit, il va te dire, OK, super, avec ton produit, je vais dire, Phishing Coach, l'outil qui vous permet d'envoyer des phishing personnalisés. Alors Hmm. qu'un marketeur, il peut te dire, mais attends, mais ça serait pas canon si on disait, Phishing Coach, c'est l'outil qui automatise la simulation d'attaque. Et là, du coup, parfois, en fait, l'envie d'aller marketer différemment ton produit par rapport au marché et à tes concurrents, ça fait aussi creuser un peu l'idée dans la tête des techs qui se disent, mais carrément, en fait, je pourrais le faire. Et tu as raison, c'est canon d'offrir cette proposition de valeur-là à des clients. Et Hmm. ça, si tu n'as pas quelqu'un qui joue un peu ce rôle de créatif marketing, parfois, tu ne te poses pas la question, quoi. Hmm. Et tu nous as parlé aussi pricing en nous disant, bon voilà, on n'avait peut-être pas forcément le bon pricing. Je trouve que pricer correctement, c'est quelque chose de très difficile. Moi, j'ai toujours été plutôt mauvais dans cette voilà, dynamique de pricing. Justement, comment vous aviez à la base fixé le pricing et du coup, pourquoi c'était peut-être pas forcément la bonne façon de faire? Là aussi, je pense qu'on s'est un peu planté. À l'époque, on se dit, OK, on a un produit, comme je disais, qui a 3 pieds sous la chaise. Donc, on s'excusait dès le prix de vente de fournir ce produit-là. Et donc, on avait regardé un peu les gros concurrents américains et on s'était dit, on va se mettre 2 fois moins cher. Comme ça, on est sûr que le produit se vende. On avait regardé nos costs en se disant, OK, ce prix minimal, il couvre un peu nos investissements. Donc, go, on va le mettre à ce prix-là, sans vraiment avoir fait de test de capacité à payer. Et puis en plus de ça, c'était assez compliqué, puisque vu qu'on vendait sur un pitch sans produit, tu n'as pas la même willingness to pay des clients qui ne te donnent pas forcément le bon prix. Donc, tu as tendance à t'excuser en lancement, à remiser très fortement. Donc, le prix, on l'avait fait comme ça. C'était un prix 2 fois moins cher, pour lequel on s'excusait et on remisait encore dessus. Alors que les nouveaux concurrents qui arrivaient, en fait, eux, ils s'étaient mis au prix du marché. C'était en gros, quel est le prix que le client est prêt à mettre pour avoir ce service-là. Et en fait, ils étaient 2 fois plus chers et ils vendaient. Donc, ça voulait même dire que nous, on n'était déjà pas cher du tout. Euh, et qu'en plus, on n'avait pas fait les bonnes analyses, quoi. Ok, ouais, donc l'idée c'est plutôt effectivement de commencer plus haut et après redescendre Ouais, progressivement au niveau du pricing, ouais. ouais, c'est Ok. ça. Ou à l'inverse, te dire, je mets un prix moyen.
et je monte. Et tant que mon taux de signature il chute pas, bah, du coup, je continue de monter le prix parce que ça veut dire que si je signe toujours, c'est que j'ai pas atteint le prix de négociation du prix. Donc, on regardait un peu le taux de transfo en se disant, OK, bah, on peut continuer de monter. On a mis 10% en plus et on signe toujours autant. Donc, c'est que ça n'impacte pas encore la signature, quoi. Et c'est en peut-être et, peut-être un sujet dont on n'a pas trop parlé, mais c'est tout ce qui tourne autour du messaging et de la readiness. Effectivement, tu nous as dit que globalement, au niveau de la roadmap produit, vous preniez des besoins clients, vous les mettiez dans la roadmap produit. Donc, je suppose qu'il y avait plein de fonctionnalités qui étaient peut-être un peu différentes et qui devaient complexifier un petit peu ce travail de messaging. Voilà, est-ce que tu peux peut-être nous reparler de ces problématiques-là que vous avez vécues et pourquoi elles sont importantes aussi, hein. Ouais. Bah, à l'époque, justement, pas de PMM, donc personne pour donner un pitch unique aux équipes sur le produit. Et donc, en fait, on commence à avoir des équipes qui ont envie de vendre le produit parce que tout le monde y croit, mais tout le monde adapte un peu son pitch. Donc, on voit traîner beaucoup d'outils de la vente, des brochures, des plaquettes, qui sont toutes différentes en fonction des objectifs des différents services. Donc, par exemple, on va avoir des sales qui vont vendre sur un discours. Et en fait, quand on va se retrouver côté success à déployer le client, bah là, on va lui vendre une autre histoire parce qu'on a envie qu'il renew. Et donc, on va lui vendre une autre proposition de valeur. Et donc, en plus de ça, on avait des clients qui disaient, mais c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu, je comprends pas. Et donc, on n'était pas du tout alignés, en fait, sur qu'est-ce qu'il fallait qu'on raconte à nos clients de bout en bout. Et donc, ça aussi, en termes de readiness, bah, ça cassait toute la dynamique du produit et l'analyse qu'on pouvait en faire derrière. Ok. Ok. Et du coup, finalement, a posteriori, tu dis que vous auriez peut-être pas dû lancer aussi rapidement le produit. Ouais, et je pense même pire, je pense qu'à posteriori, on n'aurait pas dû lancer ce produit-là. Ok. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a notre 5e lancement produit. Je pense qu'en fait, il y a des produits sur lesquels on avait peut-être encore plus de valeur ajoutée. Ou parfois, en fait, quand tu te dis, allez, c'est quoi le quick win, le produit que je peux sortir, que je vais tester pour voir si c'est le bon, bah, peut-être qu'il y a des produits sur lesquels, si tu travaillais 6 mois dessus, tu ferais le double. Et donc voilà, je pense qu'on a voulu trouver un quick win, qui est un super produit aujourd'hui, dont on est hyper fiers et qui marche super bien. Mais à l'époque, je pense que nos clients, ils nous auraient attendus ailleurs. Ils auraient peut-être aimé qu'on s'occupe d'une autre problématique chez eux que celle-ci. Et donc, à refaire, je pense que on se serait plus posé la question en amont, qu'est-ce qu'on devrait offrir à nos clients? Quelle est la proposition de valeur globale qu'on aimerait délivrer? Avant de se dire qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on pourrait aller vendre, quoi. C'est intéressant parce que c'est vrai que au niveau de notre discipline, on a toujours tendance à se dire, voilà, je priorise le test and learn et plus Ouais, je pousse un produit tôt sur le marché, plus j'aurai des apprentissages et plus effectivement je serai en capacité d'atteindre ce product market fit. Toi, ouais. tu dis qu'il y a quand même un entre-deux à trouver. Attention à la dimension marché qui reste importante, quoi. Exactement, parce que le test and learn, enfin, oui, ça fonctionne où tu prends aucun risque. Mais en fait, parfois, si tu prends des risques un peu plus gros, bah, tu réussis beaucoup plus vite. Et je pense que ça aussi, ça a été un gros insight qu'on a eu lors de ce lancement, quoi. Et en plus de ça, ne pas s'intéresser au marché au moment du lancement, se dire, OK, je vais lancer sur ma base installée. Bah, en fait, tu te crées un énorme biais d'analyse parce que aujourd'hui, nous, par exemple, le Phishing Coach, c'est un produit qui plaît énormément aux très grands clients. Et donc, en plus de ça, nous, on s'était dit, OK, on va vendre sur notre base installée, mais qui est peut-être pas là où le product market fit se trouve. Et donc, du coup, tu vas faire une roadmap pour servir un segment qui n'est pas la cible de ce produit-là. Aujourd'hui, l'histoire qu'on se raconte, elle est totalement différente. On signe des beaucoup plus grandes entreprises. On signe des 1000 licences jusqu'à des 50 000 licences sur ce produit-là. Et en fait, ce n'était pas du tout notre positionnement historique. Donc, tes early adopters, si tu les prends sur ta base installée en test and learn, ben en fait, tu vas peut-être te griller tout le potentiel marché que tu pourrais adresser avec ton produit si tu regardais un peu ce qui se passe et ce que demandent les autres entreprises qui ne sont pas les tiennes aujourd'hui, quoi. Ultra, ultra intéressant. Donc effectivement, là, on s'est pas mal concentré sur les problématiques que vous avez rencontrées, hein. Effectivement, les problématiques de pricing, de positionnement, de concurrence, de readiness.
Et voilà, c'est canon d'avoir effectivement tes différents apprentissages et tes différents enseignements. Peut-être effectivement, voilà, on s'est dit les problématiques qu'on a rencontrées. Maintenant, effectivement, peut-être tu peux nous expliquer un peu ce que vous auriez pu faire, dû faire maintenant avec cet œil nouveau que tu peux avoir, cet historique justement que tu as pu vivre chez Mailing Black avec de nombreux lancements produits successful que vous avez vécu a posteriori. Mm. Ben, justement, moi, mon conseil, c'est de se lancer, si on se lance dans justement l'envie de sortir un nouveau produit, c'est de le faire main dans la main avec un PMM. Parce qu'un PMM, en fait, il va avoir un rôle un peu externe. Il va prendre du recul, il va pas aller forcément écouter ce que dit la tech, qui savent faire et qui peuvent lancer demain, ce que les commerciaux disent que nos clients ont besoin, ou l'idée du codir qui est en tête depuis toujours et qu'on n'a jamais osé lancer. Donc, il va vraiment en fait reculer et dans son scope, il va avoir toute une partie stratégie, donc de compréhension de l'écosystème, de compréhension des clients, et ensuite plus de shaping de l'idée, donc du message, du prix et du positionnement. Et ça, c'est super important parce que ça enlève tous les biais d'analyse ou de vision ou d'envie qu'on peut avoir sur un lancement produit, qui est de dire ah mais on pourrait faire ça parce que ça nous plaît, on pourrait faire ça parce que j'ai déjà entendu dans un call client. Non, en fait, le PMM, il va être neutre, il va dire factuellement, voilà ton marché adressable, voilà à qui tu vas aller le vendre, voilà à quel prix ça se vend, voilà les concurrents auxquels tu vas t'y confronter, et si on veut se lancer, voilà les fonctionnalités qu'on doit avoir parce que c'est la base et tous les concurrents l'ont, mais voilà sur lesquels on pourrait travailler, que personne n'a et qui ferait que notre produit serait différenciant. Et en fait, ça, c'est, enfin, parfois, on a tendance à découper en disant, ouais, ça c'est du MVP, ça c'est un peu des fonctionnalités marketing, mais on a tendance à sous-estimer ces fonctionnalités marketing qui te permettent en vente demain, quand tu vas lancer ton produit, de dire, moi j'ai ça et personne ne l'a. Et ça, c'est super important dans un lancement produit, c'est en fait le positionnement de ton produit. Où est-ce que tu vas aller créer de la valeur? Il est où le trou dans la raquette? Pourquoi tu vas aller chercher ce marché-là? C'est qui ton persona derrière? Quelle est sa capacité à payer? Comment tu vas l'adresser? Comment tu vas aller lui parler? Et ensuite, tu peux aller tester. Parce qu'une fois que tu as défini ça, tu vas voir si ton concept sur ce que tu as défini, il fonctionne. Si tu te laisses tout le champ des possibilités, tu vas créer un produit fourre-tout où tu vas jamais pouvoir faire évoluer. Alors que si tu sers dès le début, bah, tu vas apprendre petit à petit et tu vas peut-être élargir sur tes segments, sur tes secteurs d'activité, etc. Donc à refaire, déjà, je commencerai par ça. Ce qu'on a fait sur nos prochains lancements, c'est on le vend à qui, à quel prix, comment, à quel message, avec quelle offre. La stratégie de go-to-market, quoi. Toute ta stratégie de go-to-market qui a pensé avant de passer dans l'exécution, quoi. Ok. Et c'est intéressant parce que chez Mail in Black, vous avez aujourd'hui deux product marketing managers, si je me trompe pas. Ouais. Je trouve que c'est plutôt honnêtement une anomalie. Mm. Moi, je rencontre beaucoup de boîtes dans lesquelles il n'y a juste pas de product marketing manager. Or, c'est intéressant parce que tu nous dis que globalement, ce qui a fait effectivement la différence entre un succès et un échec, c'est pas faire du product marketing. Alors qu'on est en train de se dire que c'est un métier qui est ultra important pour construire des produits digitaux à succès. Aujourd'hui, on a peu de profils de product marketing manager dans les boîtes. Comment t'expliques un petit peu ce décalage aujourd'hui en France? Bah, je pense que c'est une difficulté un peu pour les entreprises françaises de comprendre le périmètre de ce job-là. Dans certaines boîtes, on voit des PMM qui sont côté business, d'autres côté marketing et peu côté produit, de plus en plus, mais peu côté produit. Euh, Parce que je pense qu'on a toujours un peu de mal à définir qui drive la croissance dans la boîte. Est-ce que c'est côté sales? Est-ce que c'est côté market? Est-ce que c'est côté produit? Donc, je pense que ça vient déjà en partie de ça. On a des profils marketing, mais qui sont jamais assez tech. On a des profils de commerciaux, mais qui sont jamais assez produits non plus. Et je trouve que justement, le product marketing, c'est un bon entre-deux où tu vas avoir quelqu'un qui est plutôt neutre, qui est pas là, qui est pas là pour vendre, qui est pas objectivé sur les ventes, qui est pas là non plus pour sortir des fonctionnalités, mais qui est juste là pour sublimer un peu le tout et le positionner de manière plus tactique. Donc, nous, aujourd'hui, on en a deux, en effet, parce qu'on a deux canaux de vente. J'ai vu des entreprises où il y a un PMM par squad, c'est un rêve ultime. Nous, on vend sur deux canaux de vente différents, en direct et en indirect.
Et donc, on a un PMM qui va s'adresser au direct et une PMM qui va s'adresser à l'indirect. Et je trouve que c'est là où, en fait, on va pouvoir positionner des personnes qui vont nous aider à aller dans la bonne direction. Ils ont la moitié de leur temps, ils doivent être consacrés à la stratégie et à l'analyse. C'est souvent là où, où le bas blesse, où on a peu de temps à s'y consacrer, où on n'est pas assez sur le terrain en termes de comité de direction pour pouvoir avoir cette bonne prise de recul. Et donc, je trouve que le product marketing au produit, c'est top parce que ça permet d'impliquer les product marketeurs dans la conception du produit et donc de ne pas avoir des marketeurs qui sont en dehors du produit. Mm. Imaginez le pourquoi on l'a conçu. Non, nous, les PMM, ils échangent tous les jours avec les PM sur pourquoi on embarque cette fonctionnalité-là, à quoi elle va ressembler, qu'est-ce qu'elle ne sera pas, pour pouvoir la marketer correctement, quoi. Mm. Pas du marketing, c'est vraiment de la démocratisation de ce qu'est le produit auprès d'équipes sales et business et success, quoi. Ok. Et tu disais chez Mailing Black, vous avez un PMM par canal de vente. Est-ce que justement, tu aurais des recommandations sur le nombre de PMM à avoir? Alors, tu disais effectivement, le rêve ultime, c'est d'avoir un PMM par équipe produit. Mais voilà, est-ce que, je sais pas, il faut essayer de réfléchir à un split, je sais pas, par canal, par persona, ou alors juste commencer avec un PMM, c'est bien. Ou si tu as des idées de ratios, tu vois, à minima à respecter un PMM pour X product manager, X équipe produit. Enfin voilà, je sais pas si tu as des recommandations là-dessus ou pas forcément. Ouais. Ouais, bah, moi je dirais quoi qu'il arrive, commencer avec un PMM. Déjà parce qu'il y a tout ce scope-là un peu analytique, stratégique que personne n'a le temps de bien faire, que sur le PM, le PM, il va regarder la concurrence, mais il n'a jamais le temps d'aller dénicher les webinars des concurrents pour voir comment est-ce qu'ils en parlent, de créer des battle cards pour aider à la vente les sales à avoir le bon discours par rapport à nos produits. Donc déjà, pour commencer un peu à avoir cette base de structuration du PMM, uniformiser les outils d'aide à la vente, avoir des brochures uniques, des prix uniques, etc. Ça, c'est super important pour la clarté de la proposition de valeur délivrée. Hmm. Donc ça, je pense que c'est déjà une base. On devrait tous. Nous, le PMM, il est arrivé. Enfin, quand je suis arrivée, il y en avait un déjà. Il est arrivé à partir justement de. On était 3-4 dans l'équipe produit, donc il y avait 2 PM, 2 UX et un PMM. Voilà. C'est comme Hmm. ça qu'on a commencé. Nous, je pense que c'est assez particulier parce qu'on a nos 2 canaux de vente. Mais si j'étais dans une boîte qui est monoproduit, je mettrais des PMM différents en fonction des personas. Parce que le Hmm. discours n'est pas du tout le même. Si on va vendre à des DRH ou à des DSI, si on va vendre à des entreprises de moins de 50 licences où on va avoir affaire au CEO ou à des très grandes entreprises où on a affaire à des dirigeants avec plus d'équipes, le message il est différent, le prix il est sûrement différent, la façon de parler est différente. Donc je Hmm. pense que la meilleure pratique c'est ça, c'est d'avoir un PMM un peu par persona. Ok, ultra intéressant. Et peut-être pour les product managers qui nous écoutent et qui n'ont pas de product marketing manager dans leur organisation, est-ce que tu aurais des recommandations, des conseils à leur donner? Ouais, je pense que là, on vient de recruter 2 PM, donc on peut en parler, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler avec des PMM et qui voient vraiment la valeur ajoutée qu'a peut apporter un PMM à leur travail. C'est toute la frustration qu'a un PM aujourd'hui de ne pas avoir assez de temps sur la discovery et l'analyse du marché. Et on ne peut pas attendre ça non plus d'un PM, qu'il ait le temps d'aller récupérer le pitch du concurrent, qu'il ait le temps d'aller analyser comment les 10 concurrents se positionnent et où est-ce qu'il est mon trou dans la raquette. Je pense que ça, c'est une grande frustration des PM de se dire j'aimerais bien être plus stratège sur mon produit, mais j'ai pas Hmm. les insights. Travailler avec un PMM, c'est quelqu'un qui va vous fournir ça et qui va créer le débat et la discussion sur ces sujets-là. Et je pense que c'est rassurant pour un PM d'avoir ça. Donc, le conseil, je pense, c'est plus de lister justement un peu tout ce qui fait partie du scope d'un PMM, de regarder qui l'apporte dans votre organisation, qui s'occupe du prix, qui s'occupe de former les sales, qui s'occupe de rédiger les outils d'aide à la vente, qui s'occupe d'aller créer les battle cards par rapport à la concurrence, et de regarder si c'est couvert dans différentes équipes et que ça tourne, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a une volonté intéressante de centraliser justement cette stratégie-là et commencer à créer la discussion de, voilà, est-ce que si on n'avait pas une personne qui ferait ça, ça faciliterait pas le travail pour tout le monde, quoi. Hmm. Ok, super clair. Et peut-être pour les personnes qui ont, les product managers qui ont des départements marketing plus traditionnels, tu vois, au sein de leur organisation, il y en a beaucoup, pour qu'ils aient les bons éléments de langage,
quelle différence tu fais entre justement ces départements marketing traditionnels qui ont pour vocation de promouvoir tel produit ou telle fonctionnalité produit et justement ce rôle de PMM qui va être voilà, beaucoup plus inscrit dans l'équipe produit. Quelle différence tu fais entre ces deux métiers, parce que c'est deux métiers différents quasiment. Ouais, ouais, ouais. La différence, je pense qu'elle se trouve là où je pense que s'il y a des personnes en marketing qui nous écoutent, dans la difficulté qu'ils doivent avoir à rédiger les nouveautés, les pitchs pour les nouveautés, à savoir laquelle il faut communiquer, parce que le PMI vient de m'envoyer sa roadmap, il y a 10 prochaines features dans la prochaine release. Bah, je pense qu'un marketeur, forcément, même si il va un peu connaître ses personas, il va avoir du mal à comprendre pourquoi on l'a fait, pour qui on l'a fait et comment il faut en parler. Un product marketing, du coup, il va venir préfiltrer tout ça. Il va donner au marketing les clés en disant, dans la prochaine news client, ne parle que de ces deux fonctionnalités. Voilà le pitch que j'ai commencé à faire qui est communiqué. On peut l'embellir ensemble si tu veux mettre des paillettes. Et le but, c'est de te dire, OK, il va déjà apporter toute cette valeur. Il va expliquer au marketing sur quels canaux de vente il le verrait, sur quels canaux de communication il le verrait. Est-ce qu'on le met dans l'intercom? Est-ce qu'on le met sur le site web? Est-ce qu'on le met dans la newsletter? Est-ce qu'on en fait une annonce waouh sur les réseaux sociaux? Lui, il va déjà apporter en fait ce niveau d'analyse-là. Et du coup, ça va optimiser le travail du marketing qui, eux, vont pouvoir se concentrer sur du SEO, du SIA et d'autres leviers d'optimisation business que d'aller chercher à comprendre pourquoi le produit a développé ça comme ça, pour qui est-ce qu'ils veulent vendre ça. Et ça apporte Hmm. beaucoup plus de valeur aussi aux équipes marketing. Donc en gros, le PMM ne remplace pas le mercato traditionnel, c'est complémentaire. C'est carrément complémentaire. Ouais, ouais, c'est même justement aider le marketing à se focus sur ce qui est essentiel en termes de communication produit. Le marketing, ils ont aussi tout un travail sur la notoriété de marque à les faire et ils sont pas là que pour parler de produits. Et donc, je pense que justement, ça leur donne aussi du coup une zone de confiance et quelqu'un sur qui se reposer pour parler des nouveautés produits, quoi. Hmm. Peut-être pour ceux qui souhaitent faire du product marketing, est-ce que tu aurais des exemples de livrables, alors peut-être deux, trois livrables qui sont assez structurants, tu vois, dans ton quotidien de PMM? Tu nous as parlé de Battle Card tout à l'heure. Voilà, est-ce que tu as quelques éléments clés à nous citer qui pourraient voilà, intéresser peut-être même des product managers qui souhaiteraient commencer à faire un peu de product marketing s'ils n'ont pas de PMM avec eux? Ouais, bah, les battle cards, pour moi, c'est un peu le numéro un comme livrable, c'est-à-dire aller créer en fait un petit support sur tes top 3-4 clients, expliquant comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont leurs fonctionnalités clés, qu'est-ce qu'ils disent quand ils sont en concurrence par rapport à nous, et comment on peut contrer ces arguments. Déjà, c'est un livrable qui va servir au produit tout comme aux sales. Au produit pour se dire, ben, tout ça, je ne l'ai pas, peut-être que j'y réfléchisse. Ou là, ils ne l'ont pas, peut-être que je pourrais le faire en différenciateur et aux équipes sales en disant OK, comment je vais gagner parce que mon produit, je sais qu'est-ce qu'il apporte par rapport à mon concurrent. Hmm. Le deuxième livrable chez nous, c'est un Notion. Donc, ce n'est pas vraiment livrable en tant que tel, mais c'est une centralisation de l'information unique, c'est-à-dire où sont les documents clés, quel est le pitch à avoir sur mon produit. Et le pitch, c'est quoi mon elevator pitch pour parler de mes produits en 2 minutes, mais tout comme c'est quoi mon pitch de vente. Donc, ça peut être un document Word, si on n'a pas de Notion pour centraliser, un document Word de comment on vend le produit qui est unique et à chaque nouveauté produit, il est amendé et les sales y font référence. Et le troisième livrable, je pense que c'est un peu la price list, c'est-à-dire d'avoir une vue très claire des prix, des évolutions des prix qu'il y a eu sur les dernières années, parce que bah, ça aussi, un client qui te dit tu as augmenté mon produit tous les ans, mon prix tous les ans, bah, on peut y faire référence. Et le prix, c'est souvent un sujet. Donc, le PMM, il doit offrir justement une vue de son prix et des prix de ses concurrents pour aider les sales aussi à faire les bonnes offres au bon prix, quoi. Ok, ok, ça marche. Merci beaucoup. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient progresser dans le domaine du product marketing, voire même devenir PMM, voilà, est-ce que tu aurais des recommandations à leur donner? Alors peut-être tu peux aussi nous parler de ton cas particulier parce que effectivement tu es dans le domaine du conseil, tu as basculé sur un poste de PMM. Effectivement, comment tu as réussi à faire cette transition? Voilà. Est-ce que tu aurais des tips à nous donner pour en apprendre plus sur le product marketing, voire devenir demain product marketing manager?
Je pense que ce qui est important, au-delà de tout ce qu'on peut lire sur les frameworks du Product Marketing Manager, etc., qu'est-ce qu'un Product Marketing Manager doit délivrer, c'est surtout en fait de faire un état des lieux dans la boîte dans laquelle vous êtes, où justement où sont un peu les trous dans la raquette, de faire une petite enquête auprès des sales sur, bah voilà, est-ce que tu as des difficultés à adapter ton pitch, à le faire évoluer, est-ce que tu as des difficultés avec les documents d'aide à la vente, de faire un tour aussi côté service client. Est-ce que vous arrivez à communiquer les fonctionnalités au bon moment? Voilà, de faire un petit audit en fait pour pouvoir voir où la valeur est à apporter. Parce que ça se trouve dans des entreprises, le pricing tourne très bien et il n'y a pas besoin de PMM sur la partie pricing. Donc voilà, je pense que c'est un poste qui est assez malléable, qui peut avoir un très large périmètre. Mais l'important, c'est de voir où est l'importance de la création de valeur sur ce poste-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est ça, c'est de passer du temps un peu avec les équipes pour comprendre les pain points et voir lesquels rentrent dans le scope d'un PMM pour savoir, bah, OK, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? La réponse, je pense qu'elle sera oui. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut pas non plus, faut s'écouter plus que de répliquer des frameworks avec des fiches de poste qui soient très cadrées. Nous, par exemple, on a une PMM sur la partie vente indirecte qui est moins product, qui est plus business, bah, parce que son périmètre nécessite beaucoup plus d'aide aujourd'hui sur la définition de l'offre que sur la compréhension des fonctionnalités. Et c'est là où elle est positionnée aujourd'hui. Donc voilà, trouver des profils qui soient curieux et malléables sur des différents périmètres métiers et voir là où il y a la valeur à apporter. Hmm. Et pour ceux qui souhaitent devenir PMM demain, parce que bon, ça reste un nouveau métier, et comme tout nouveau métier, hein, il y a beaucoup de zones de flou sur comment on peut devenir PMM, hein. Moi, je me souviens, c'était la même chose au début sur les métiers de product manager il y a une petite quinzaine d'années. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux commencer en tant que product manager et ensuite basculer sur un poste de PMM? A contrario, est-ce qu'il vaut mieux voilà, se diriger, je sais pas, pour les étudiants qui nous écoutent, vers des études orientées marketing pour directement adresser les métiers du PMM derrière, ou alors est-ce qu'on est encore dans une zone de flou et il n'y a pas encore vraiment de choses qui se dégagent, mais voilà, est-ce que tu aurais des petits tips à nous donner par rapport à ça? Ouais, moi, je vois peu l'évolution PM vers PMM, parce que pour moi, le PM, c'est quand même quelqu'un qui est proche des équipes tech et qui est concentré vraiment un peu sur le delivery aujourd'hui en France. Je vois plutôt des profils type sales ou des profils marketing qui sont intéressés par la tech que dans l'autre sens. Hmm. Je pense que c'est plus facile pour un PMM d'aller développer ses compétences en tech et sa compréhension de la tech, puisque du coup, lui, son rôle, c'est de la marketer, qu'un tech d'aller acquérir des compétences de marketing. Donc, Hmm. si vous êtes intéressé par le PMM, je recommanderais plutôt des écoles type marketing commerce. Et si vous avez une appétence dans la tech, bah ça s'apprendra tout seul si vous êtes passionné par votre produit. Des profils qui sont plutôt organisés, plutôt leaders et plutôt bons aussi en gestion de projet. Parce que le PMM, c'est des projets multiples qui se lancent dans tous les sens, donc il faut savoir les piloter et embarquer les équipes avec soi derrière. Parce que une fois que tu as dit on vend à ce prix-là avec ce discours-là, bah, il faut qu'on te suive, quoi. Ok, ça marche. Et par exemple, les deux PMM que tu as recrutés au sein de Men in Black, d'ailleurs, si les deux personnes nous écoutent, on peut leur faire une petite dédicace. Mais c'est des personnes qui étaient justement côté marketing, qui ont basculé côté PMM ou enfin, voilà, c'est quoi un petit peu leur parcours? Justement, c'est intéressant Oui. voir ça. Alors, bah, du coup, Romuald, le PMM sur la partie directe, lui, anciennement, il était plutôt sur du service client. Côté Ok. CSM, il manageait une équipe de CSM. Donc, lui, il a vraiment une appétence déjà terrain. Il sait comment parler aux clients, qu'est-ce qui va les intéresser. Donc, ça, c'est super intéressant d'avoir un PMM qui sait faire ça et ensuite de lier à la tech. Et côté Amandine, elle, du coup, elle est spécialisée en indirect et son parcours d'avant, c'était justement de la vente sur du channel. Et donc, du coup, elle est spécialiste de son marché, donc elle connaît très bien les personas, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent et comment ils aiment être animés. Donc voilà, donc plutôt en fait des spécialistes terrain qui étaient intéressés par la tech et par le marketing et qui ont eu envie d'aller un peu plus dans l'analytique et dans la stratégie produit. Et je trouve que ça fait des très bons profils parce que c'est des compétences sales et success avec lesquelles on va échanger tous les jours, qui connaissent mieux le terrain que nous en product et qui viennent pour apprendre justement le produit et apprendre à en parler. Donc je pense que ça fait des bons profils quand on est allé sur le terrain, quoi.
Canon. Canon, bah écoute, je pense que on a pas mal échangé là effectivement sur le product marketing au sein de Men in Black avec l'illustration et je pense qu'elle était assez intéressante du cas Phishing Coach, le lancement, les problématiques et les apprentissages qu'on a pu avoir. Avant qu'on passe au flashcast d'Al, est-ce que il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas balayés ou d'autres éléments supplémentaires que tu souhaiterais adresser? Non, je pense qu'on a fait le tour. Pour conclure, je dirais que vraiment le PMM, c'est quelqu'un qui aide à prendre du recul. C'est quelqu'un qui aide à concevoir la stratégie, qui garde un pied dans le terrain, donc qui a des retours toujours pertinents à remonter. Et ça fait parfois l'équilibre entre les PM qui sont focus sur les feedbacks qu'ils reçoivent ou les sales et le success qui vont crier plus fort pour défendre leurs clients ou leurs prospects. Donc voilà, c'est un poste vraiment intéressant et je vous invite à vous y intéresser. Et je suis disponible si vous voulez creuser sur le sujet sur LinkedIn ou autre par la suite. Trop bien, c'est super sympa. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on bascule au Flash Casdal. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est que le Flash Casdal? Je vais te poser quelques questions, alors plutôt généralistes, et l'idée, c'est d'y répondre de façon flash, donc c'est-à-dire assez rapidement. Alors, première question pour toi. Le product manager, product leader qui t'inspire et qu'on devrait potentiellement inviter sur ce Switch. Alors, moi j'aime beaucoup suivre Jonathan et Savignan qui sont Product Director et CPO de chez Partout. Ce que je trouve hyper intéressant, toute la communication qu'ils font autour de ce qu'ils font au produit publiquement sur LinkedIn. Et donc voilà, ils mettent beaucoup de fun dans leur communication, création d'événements ouverts pour parler de leur roadmap, culture produit dans la boîte. Donc voilà, Hmm. s'ils nous écoutent, je trouve très sympa ce qu'ils font. Ah bah canon, canon. On essaiera de l'inviter du coup. Est-ce que tu auras une ressource produit à nous recommander, que ce soit un podcast, un livre, un canevas, un outil spécifique? Ouais, j'ai découvert il y a pas longtemps le podcast Le Backlog de Jérôme Granon, qui doit avoir aujourd'hui une d'écoutes, enfin une dizaine de podcasts disponibles. Podcast super intéressant parce que c'est des sujets très très larges où on parle de tout. Et parfois, je trouve que c'est sympa en une heure voilà, de connaître tout le contexte product d'une personne. Jérôme, qu'on salue chaleureusement, puisqu'il est venu sur ce Twitch il n'y a pas très longtemps. Ah, ok. Euh, peut-être le concept produit qui t'a le plus aidé dans ta carrière. Bah, je pense que c'est le concept qu'on vient d'appliquer il y a un peu plus de 6 mois. C'est le changement de la méthode agile à la méthode Shape Up, Mhm. où on voit un peu en fin de jour, on a arrêté de pousser les roadmaps et on a retrouvé des niveaux de discussion qui sont beaucoup plus macro et beaucoup plus stratégiques que les stories d'auparavant. Donc je pense que c'est ça là qui vient un peu de débloquer le scaling de Mailing Black, c'est ce changement de framework, quoi. Mhm. Ça a fait l'objet d'un Twitch assez intéressant avec Tristan côté Lucas qui nous a parlé effectivement de la mise en place de ShapeUp chez eux. Donc ça c'était assez canon carrément. Bah, c'est Lucas qui nous a poussé à le faire avec une prise de parole sur Marseille où du coup on s'est dit ok, ils l'ont super bien développé, on s'est appuyé sur leur méthode. Canon. Plus globalement, un truc qui a changé ta vie de product. Je pense que c'est m'apprendre à m'écouter plutôt qu'à écouter des frameworks produits. Je me suis lancée dans le produit sans jamais avoir fait de produit, comme beaucoup d'entre vous, je pense. J'ai lu tous les livres possibles de framework et de comment faire du produit. Et je pense que ce qui a changé ma vie, c'est d'arrêter de faire ça, de développer nos propres méthodos, nos propres gouvernances internes. Et ça aussi, je pense que ça a changé ma vie de product. Ouais, ça je pense que ce que tu dis c'est ultra important, hein. Moi j'ai jamais vu un framework qui fonctionnait. Nous quand on accompagne nos clients, on est toujours dans l'adaptation hein, de frameworks existants parce que c'est sûr que chaque organisation est différente avec un historique, une culture, des gens qui sont différents et donc on peut pas se dire que la même recette va marcher dans toutes les entreprises, c'est pas possible. Donc c'est sûr qu'il C'est clair. faut être dans l'adaptation. Mm. Dernière question du Flash Casdal. Si ta vie était un proverbe, quel serait-il? Ce serait le premier à agir et le premier à réussir.
On me pose souvent la question de est-ce que tu partages tes roadmaps à tes clients? Est-ce que tu as une roadmap externe? Bah, en fait, oui. Et de toute façon, si tu le dis le premier, tu seras le premier à le faire. Donc, tes concurrents ne pourront que suivre. Donc, je pense que ce serait ça. Canon. Merci beaucoup, Cassie, pour ce Twitch produit. On arrive au bout de cette heure d'échange. C'était vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses sur le product marketing. Donc, je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Donc, voilà, un grand merci. Je te laisse faire, si tu le souhaites, un petit mot de la fin pour terminer ce Twitch produit. Oui, bah, mot de la fin, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Chez Meaning Black, on est en pleine croissance. On a une dizaine de jobs ouverts, que ce soit côté sales, soit côté développeur, en front, en back et en data analyst. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le site de Meaning Black si vous cherchez une belle boîte dans la tech à Marseille. On vous attend. C'est clair. Et il n'y en a pas beaucoup de belles boîtes dans la cybersécu. En plus, à Marseille, bon, il y a beaucoup de points qui sont cochés. Merci beaucoup, Cassie. Merci à tous ceux qui nous écoutent et aux fidèles du Twitch produit. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Un grand merci, Cassie. Merci. Merci. Au revoir.